Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France que vous retrouvez en téléchargement et sur notre chaîne YouTube. Chaîne qui attend avec impatience, bien évidemment, votre abonnement et vos commentaires pour réagir à nos débats et nos échanges dans cette tribune. Alors ce matin, les amis, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, bien évidemment, c'est que le PSG n'est plus leader. Et la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas Marseille qui a pris la main, bien évidemment. C'est Lens. Oui, parce que très franchement, ce petit but à la 95e minute de jeu qui a complètement glacé le Vélodrome, je vous invite à le regarder. Et surtout, j'adore le nom du buteur. Buteur Hidalgo. Hidalgo qui sert à quelque chose dans le football, c'est pas moi qui l'ai sorti cette vanne, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est les fans, mais je l'adore, donc je voulais la placer, voilà, ça m'a fait sourire. En tout cas, merci, ça m'a fait rire et on est parti pour ouvrir cette tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le j'aime pas du match face à Monaco, la défaite 1-0. On fera une individuelle sur notre Géorgien Gvishak Kvaratskhelia qui depuis le début de la saison oscille entre le moyen et le pas franchement bon. On va tenter de décortiquer et comprendre pourquoi il ne carbure pas en ce début de saison. On va aussi se demander qui est le concurrent le plus dangereux pour le titre, pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est Marseille? Est-ce que c'est Lens? Est-ce que c'est peut-être Monaco, Lyon, voire Lille, voire peut-être Rennes, qui arrive lancé et qui sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Enfin, vu l'état de fatigue de l'équipe de Luis Enrique, faut-il que le PSG recrute absolument cet hiver et à quel poste? On va poser la question à nos débatteurs. De cela et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. Bienvenue, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Je vais tenter un appel général, on va voir ce que ça donne. Alexandra Flalo, Marc Méchénois et Jonathan Bensadoun. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ah, très Oh bien, là mais là. oui. En canon, bravo, je vous applaudis, c'est parfait. On n'a même pas répété avant. Voilà, parce que c'est vrai, je ne les ai même pas avertis parce que la semaine dernière, j'ai pris un espèce de four où j'ai vu mon Marc qui m'a regardé et il y avait Damien Dole, qu'est-ce qu'il nous veut? Voilà, donc j'ai réussi mon coup. Alexandra Flalo et Marc Méchénois, journaliste indépendant et insider autour du Paris Saint-Germain, connaissent très bien l'actualité du PSG. Et Jonathan Bensadoun, c'est le boss, c'est le chef de Canal Supporter. Et je ne sais pas si vous nous voyez en vidéo entre Jonathan et moi-même. Eh bien, on a des très beaux suites. Merci pour le cadeau déjà. Très beau suite. Et c'est une exclusivité parce que ça va sortir. Alors là, il est 13h48 quand on enregistre ce podcast. Je sais que, Jonathan, vous sortez ça avec Canal Supporter, ce suite qui sera mis en vente avec marqué 25 comme 2025. Évidemment. L'année du... l'année historique. De la décennie, voilà, du siècle, de tout ce que tu veux. Exactement. Non, c'est cool, merci. Et au prix de 25 c'est ça, ils annoncent le tarif. Au prix de 225. Va pas foutre le bazar, toi, dans le business, mais c'est pas possible. Non, mais pour le coup, enfin, on avait sorti les t-shirts qui avaient vraiment, où les gens ont été hyper au rendez-vous cet été, donc je les remercie encore. Et on s'est dit, autant marquer le coup. L'été, on sort les t-shirts, l'hiver, on sort les pulls. Et c'est un modèle qui est différent. C'est vraiment pour se rappeler en fait de l'année juste incroyable qu'on a vécue. Donc voilà. Donc c'était aussi ce truc, un peu ce cadeau pour la communauté. En beige et en noir, exactement. Donc, comme vous pouvez le retrouver. Oui, je note que tu n'as pas tenté le pull de Noël quand même. Non. Vous êtes resté sur des chouettes assez sobres. Exactement. Vous êtes resté sur pas d'illumination, pas de nez rouge, pas de sapin. Non, je me suis dit comme ça on peut les sortir au mois de février, voilà, sans être trop ridicule. Je suis super content parce que pour une fois, j'ai un sweat ou un hoodies ou quelque chose comme ça avant notre ami Romain Bédou qui lui met ça tous les matins dans ses billets, il y a des champions d'Europe, etc. Donc là, pour une fois, c'est... il a une pièce chez lui qui ne sert qu'à stocker ses vêtements à l'effigie du Paris Saint-Germain. Rendez-vous compte, alors que Romain Bédou, qui a une petite fille désormais, voilà, dans sa vie, il a préféré avoir une pièce spéciale avec tous ses vêtements. Ce n'est pas vrai. La fille dort dans le sèche-linge, c'est honteux. La pauvre. La pauvre. On embrasse bien évidemment la famille Bédouc. Et là, petite Brune, la bise à toute la famille. Les amis, après ce démarrage en fanfare, il valait mieux sourire parce que vu le week-end qu'on a passé, ça valait le coup de rater son avion, de rater le repas avec la famille Fort et le père Matt, moi de mon côté, d'arriver à 14h ventre à terre pour me débarquer
du côté du stade Louis II et d'avoir ce genre de match poussif, vraiment très moyen. Bon, défaite qui, à titre perso, moi, ça m'a dépité de ce niveau. C'est clairement pour moi peut-être l'un des 3 plus mauvais matchs depuis que Luis Enrique est arrivé au Paris Saint-Germain, dans l'intensité, dans ce qui s'est passé autour de la pelouse. Je vais voir un petit peu ce que vous en avez pensé, bien évidemment, les garçons. Et on va attaquer avec toi, Alex. Bonjour et merci d'être avec nous. Alex, avec toi, je vais inverser parce que pour trouver des j'aime, ça n'a jamais été simple. Attaquons par un j'aime pas, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. On en a un peu parlé avant l'émission, mais moi j'ai vraiment été estomaqué par la séquence d'arbitrage autour de la faute sur Lucas Chevalier. On y reviendra pour mon j'aime, mais genre j'ai pas vu l'action en direct, j'ai vu l'action un peu plus tard. Et quand j'ai vu la faute, je me suis dit mais comment est-ce possible de ne pas donner rouge là-dessus, et comment est-ce possible que les arbitres dans le camion VAR n'aient pas immédiatement appelé Clément Turpin pour lui dire bah non mais là mon Clément, il y a un souci, enfin il y a une cheville qui est restée sur la pelouse quand même, il y a un problème. Non, c'est une faute, mais qui est, enfin moi, que je trouve délirante, hyper dangereuse, complètement un contretemps par rapport au jeu. Ils n'ont pas arrêté de faire ça, les Monégasques, pendant tout le match. Ils sont pressés à fond sur Chevalier. Là il y allait, mais les crampons en avant, enfin sans aucune délicatesse. Et franchement la faute elle est horrible. Le fait que Chevalier ait fini le match, mais c'est, enfin franchement, la cheville est laxe quand même. La cheville est très très laxe, parce que moi je pense que ça aurait été le plâtre pendant 8 mois. Donc non, lunaire que Monaco soit pas retrouvé à 10 dès la 11e minute, quoi. Et je sais pas m'expliquer pourquoi, surtout que derrière il y a eu d'autres décisions arbitrales, la VAR qui est intervenue sur la faute de Kerrer, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, mais qui n'a pas lieu d'avoir un carton rouge, même si c'est le dernier défenseur. Pour le coup, c'est un peu plus discutable que la faute de Camara, mais au moins là il y a eu VAR, la VAR a joué son rôle, quoi. Donc bref, pas compris cette séquence, et pas compris que Camara ait pu terminer le match. Juste, Alex, on est quand même bien d'accord, ce n'est pas à cause de cela que le Paris Saint-Germain a perdu, vu dans l'attitude. Non. Je veux juste que... Évidemment, entendons-nous bien, on se cherche pas des excuses. C'est évidemment pas le même match à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Surtout que Camara fait un très gros match. Mais c'est pas une excuse. Mais il faut quand même le dire. Moi, c'est juste la séquence en fait que je trouve un peu lunaire. Et c'est vrai que quand on a eu l'introduction de la VAR dans le foot, on s'est dit c'est typiquement pour ce genre de situation où ça peut lever des doutes, où ça peut corriger des erreurs. Là, en fait, moi, ce qui me sidère, c'est que la VAR doit intervenir quand ils estiment qu'il y a une erreur manifeste de la part de l'arbitre, que le jaune aurait dû être un rouge. Là, en gros, pour tout le monde, c'était normal, quoi. Pour tout le monde, le tacle était normal, carton jaune, allez, je sais pas. Lucas Chevalier a très clairement dit à la suite, et je trouve qu'il a eu les mots justes. Ce garçon est quand même assez brillant dans les propos, il faut être très, très clair. Quand il prend la parole, il a expliqué que sa carrière aurait pu tourner dans le mauvais sens à ce moment-là, et au vu du tacle. Sur la décision, Jonathan, très court, c'est vrai que c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à trouver de justificatif. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que finalement, on aimerait bien que les arbitres viennent un peu s'expliquer du pourquoi, du comment. On avait eu déjà le cas à la Sondana avec Donnarumma et Singo. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a un copier-coller de ce qui s'est passé il y a un an. La même dernière, on rappelle pour dangerosité. Ceux qui débarquent d'une autre planète, les amis, c'est le coup de chausson de Singo sur le visage de Donnarumma, qui a pris 10 points de suture sur le visage. Des agrafes. Des agrafes sur le bord de la pelouse. La toute petite nuance que je mettrais, c'est que l'action Singo Donnarumma, c'est un fait de jeu. Enfin, tu vois qu'il n'y a pas de. Non, mais il y a une dangerosité. Il y a une dangerosité qui est évidente, mais pour moi, il n'y a pas le caractère genre volontaire d'aller vraiment genre tacler. Là, sur Chevalier, c'est un tacle genre qui n'est pas maîtrisé. À chaque fois, c'est ça. Voilà. C'est exactement ce que dit Marc, c'est l'absence de maîtrise dans les deux cas. Les deux fois, ça aurait pu être extrêmement grave pour les deux gardiens de but du Paris Saint-Germain. Alors, il y a beaucoup de supporters qui ont ironisé en disant c'est peut-être un reboot comme on l'avait avec Donnarumma après la faute de Singo. Il avait été transformé, c'est pareil pour Lucas Chevalier, mais si on est un peu plus sérieux, c'est tout bonnement scandaleux pour moi. C'est scandaleux parce que, encore une fois, il y a on parle de l'intégrité physique, il faut protéger l'intégrité physique, ce qui n'est absolument pas le cas, d'autant qu'en plus, la VAR, elle est utilisée quand une erreur manifeste. Là, en l'occurrence, ne pas mettre un carton rouge direct là-dessus, pour moi,
c'est une erreur manifeste. Donc je ne vois même pas pourquoi la VAR ne l'a pas appelé. Il y a plein de zones troubles d'interrogation autour de cette histoire que je ne comprends pas. Honnêtement, pour moi, c'est incompréhensible. Et surtout qu'on voit un peu, là, ce week-end, pour ceux qui ont vu en Angleterre, Chelsea-Arsenal, Caicedo fait à peu près le même genre de faute. Ça a été rouge à l'appel de la VAR, c'est terminé. En fait, je ne comprends pas. Je ne peux pas l'expliquer. Marc, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la communication au Paris Saint-Germain, habituellement, il y a, dans ce genre de moment, ça peut venir un peu hurler, ou en tout cas, Luis Campos peut faire une sortie, Luis Enrique peut aussi parler. On a eu Joao Neves qui est venu, qui nous a dit oh, moi j'ai pas vu, et en gros on lui a donné des éléments de langage pour lui dire rentre pas dans le débat. Luis Enrique, conférence de presse, pas rentré dans le débat, et ils n'ont pas voulu aller torpiller parce qu'en contrebalançant, vu le match qu'on a vu, on pouvait pas se cacher derrière ça, j'ai l'impression, du côté du PSG. Moi je comprends le fait de ne pas vouloir trop en dire et d'être un peu honteux de la prestation qui a été proposé. Luis Enrique a dit que c'était le plus mauvais match de la saison. Très certainement, un ennui assez mortel, mais moi je trouve que la posture globale de Luis Enrique, elle est assez noble vis-à-vis de l'arbitrage, mais elle a une limite, et la limite, on l'a vu ce week-end, c'est que quand ça touche à la sécurité de tes joueurs, il y a un moment donné, il faut savoir dire attention. En fait, moi je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mon rôle c'est aussi de protéger les joueurs. L'année dernière, j'étais à Monaco. J'ai pas vu Luis Enrique dire quelque chose sur la balafre, l'énorme balafre que porte toujours Gianluigi Donnarumma et qui va porter toute sa vie. Et là, on se retrouve dans un cas de figure assez similaire, quasiment à peu près à 3 semaines près, à la même époque de l'année. Et en fait, je trouve que c'est là la limite de la posture de Luis Enrique, c'est que il doit dire on a fait un mauvais match. Mais comme sa voix, elle est rare sur la question de l'arbitrage, elle n'en est que plus pertinente. C'est-à-dire que s'il prend position ou il dit quelque chose pour protéger ses joueurs et dire attention, là il y a un problème, parce que ça fait quand même 2 années qu'on vient à Monaco et qu'on repart avec des joueurs qui ont eu des atteintes graves à leur intégrité physique, je pense que si lui il le dit, et si le club s'organise de manière très cohérente autour de lui en termes de communication pour faire passer ces messages-là, ce ne sera pas forcément l'arbre qui masquera la forêt, en fait, ce sera juste un club qui protégera ses joueurs et qui en sera que plus pertinent. Et moi, je trouve ça dommage de rien dire par dogmatisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il reste toujours en retrait par rapport à ça. Et je pense que le message est passé pour que ces joueurs ne rentrent plus aussi dans ce truc-là. À part Chevalier qui a dit, bon voilà, lui, il a quand même vu sa carrière à un moment donné. Ouais, la règle, c'est qu'il y a quand même... Moi, je pense que s'il le sort sur blessure, il prend rouge. Je suis à peu près. Non, mais je sais. Je viens pas le défendre. Non, bien sûr, je l'ai éclaté sur l'antenne. Mais voilà. Et comme tu le dis, ce serait intéressant que les arbitres sur ces points précis, parce que on parle pas d'une décision d'arbitrage, d'un choix, d'un penalty. On parle clairement d'un truc dangereux. Et d'ailleurs, tous les autres clubs en parlent. Et la vraie surprise, c'est qu'en Ligue 1, ce week-end, tous les clubs, Kita en a parlé hier, il y a d'autres présidents ou entraîneurs qui ont parlé de cette faute parce qu'ils ont tous eu peur pour le joueur. Ils se disent, mais s'il arrive la même chose à mon joueur, on fait quoi? L'année dernière, je suis allé voir François Le Texier, on était dans le même hôtel le lendemain du match. Il m'a basé, mais genre comme une sombre bouse. Voilà, bouse, mais en me regardant à peine. Et je lui ai demandé simplement si on pouvait avoir un échange, voire même faire une interview. Hein. Je lui dis cash pour revenir sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il voit, qui nous explique les faits. Non, pour eux, c'est un non catégorique. Il y avait ce sentiment d'impunité qui était assez insupportable en fait. Vraiment, c'est la même chose avec Clément Turpin. Ce qui est pour rebondir sur ce que dit Marc, là-dessus après, parce que le but c'est pas de faire que sur le. Juste pour rebondir sur ce que dit Marc, ce qui est assez dommageable pour le coup, c'est que la saison dernière ou la saison d'avant, la Ligue et la Fédé avaient pas mal communiqué sur le fait justement d'ouvrir un peu la communication autour des arbitres, de les autoriser à venir intervenir auprès des diffuseurs après les matchs. Il y avait eu comme ça plusieurs fois des arbitres qui sont venus en bord terrain, discuter avec les chaînes, qui étaient intervenus. Enfin, il y avait un vrai effort de communication qui était fait depuis 1 ou 2 ans autour de ça. Enfin, même les caméras embarquées. Ça donne la gerbe. La sonorisation. Enfin, tout ça, c'est des trucs en fait qui étaient mis en place pour aller dans le sens d'une amélioration à ce niveau-là. Et en fait, si c'est pas appliqué dans ce genre de moment où il y a une décision qui est
tellement incompréhensibles que l'arbitre doit venir, et à chaque fois, pardon, je finis très vite, hein, à chaque fois, ils sont hyper pédagogues, ils sont hyper clairs, enfin, ils sont très bons en communication, les arbitres en plus. Oui. Donc, si ça intervient pas dans ce genre de moment, ça intervient jamais en fait. C'est un peu ridicule d'avoir mis en place tout un tas d'outils qui sont géniaux, qui te permettent justement à tout le monde de mieux comprendre et de diffuser un peu les polémiques avant qu'elles n'enflent. Là, la polémique enfle et en fait, même Clément Turpin, il a même pas eu l'occasion de s'expliquer, et c'est dommage. Ah ouais, je peux même vous dire que moi j'ai été en zone mixte, hein, on ne l'a pas vu. D'habitude, on voit toujours on voit toujours les arbitres passer devant nous. Je ne sais pas par où il est passé, mais il n'est pas passé par la zone journaliste avec son quatuor, parce C'est que dommage. je pense qu'il n'avait pas envie qu'on voit sa tête, son image en train de sortir du stade. Voilà, c'est terminé. Il fallait en parler. On en a parlé et on a donné notre avis et c'était aussi le cas. Jonathan, ton j'aime pas. Allez, on attaque et après on viendra avec du positif. Ne vous inquiétez pas, les amis. Mon j'aime pas, c'est, il me semble, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il va falloir se préparer quand même aux supporters par avance un peu à une saison qui va être un peu compliquée d'un point de vue physique parce qu'en fait on voit aujourd'hui que le Paris Saint-Germain peut par des éclairs, par des mi-temps ou autres être à 200% en Ligue des Champions et qu'en Ligue 1 c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que. Mais c'est quoi? C'est parce que la Ligue 1 est de meilleur niveau et qu'on nous pose plus de problèmes ou c'est simplement qu'on s'y intéresse pas? Mais je pense que juste physiquement, il faut faire des choix en fait. Il faut faire des choix parce que c'est soit tu privilégies la Ligue des Champions, d'autant que tu as un calendrier très compliqué, soit tu privilégies la Ligue 1, mais la Ligue des Champions, tu sais que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, en marchant, entre guillemets, parce qu'honnêtement, tu arrives à gagner parfois en marchant contre Le Havre. Bon, tu mets pas une grosse intensité, tu gagnes quand même 3-0. Contre Lyon, tu arrives à t'arracher dans les dernières minutes. Pareil contre Nice. Donc, à ce rythme-là, tu y arrives. Mais sauf que le problème, c'est que je pense que c'est un peu un cercle sans fin de les joueurs sont fatigués, donc ils sont moins bons, après se blessent, les autres viennent, les remplacent, donc ils enchaînent parce qu'ils doivent compenser. C'est un cercle sans fin. Et je pense que pour les supporters du PSG, il faut se préparer à une saison un peu galère où tu peux moins dominer. Et à l'image du milieu de terrain, le milieu de terrain du PSG qui est l'immense force de cette équipe. Qui était brillant bien sûr, le mercredi. Mais qui est beaucoup moins dominant parce qu'ils sont... Mais Vitinha, il faut se rendre compte de la quantité de minutes qu'il joue. C'est déjà qu'il arrive à être sur un terrain, à être performant, ça tient du miracle aujourd'hui. Honnêtement, il faut se rendre compte de ça. Alex, est-ce que toi, on est journaliste, mais aussi fan de ce club, est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis, voilà, moi aussi, je sais, ça va être compliqué, ça va être très dur et que physiquement, va falloir faire des choix sur certains matchs et autres. Parce que là, clairement, c'était dur. Oui, franchement, ce match face à Monaco. Oui, et en même temps, je me remémore où on était collectivement la saison dernière à la même période, et je me dis tranquille. Enfin, je m'interromps parce qu'on a il y a un visiteur. On a il devait venir à 14h, mais comme il n'a pas écouté l'émission, on n'a pas terminé les gemmes. Il a fait casser la porte. Voilà. C'est Julien Froment du service des sports de Radio France. Il dit bonjour dans un micro éteint en plus. Voilà, il m'a dit je vais passer c'est bien, ça c'est les bons réflexes de radio. Je suis fier de vous les gars, c'est bien. Bonjour Julien. Bienvenue. Il m'envoie un message, il dit est-ce que je peux passer dans la tribune? Mais bien évidemment, il n'y a pas de problème, tu passes quand tu veux. Par contre, je lui avais dit on avait juste dit attends la fin des j'aime pas. Bon c'est pas terminé, alors t'attendras un petit peu, mais on est content de te recevoir, mon Jus, ça va? Merci, très bien. Je sors de la cantoche, je ne Bah, peux pas manger et en même temps savoir si vous étiez à quel j'aime pas. Voilà. On vient de rhabiller Clément Turpin, donc voilà, et donc là on commence. C'est un honneur pour moi d'avoir été interrompu par une personne aussi importante que toi, Julien Froment. Dis donc, Fayot, tu vas te mettre. Je t'ai posé une question. Allez, la question je me souviens, globalement, je me souviens de où on était collectivement à la même période l'année dernière, et je me dis, voilà, il faut savoir raison garder. Mais c'est pas collectivement, là, c'est physiquement. Oui, mais en fait, justement, dans cette dynamique-là, moi, je crois qu'on a beaucoup douté de la méthode Enrique, la première saison, la deuxième, on voyait pas trop où ça allait la saison dernière. On a eu ce passage à vide offensif, comme on vit un peu cette saison, des joueurs qui étaient moins bien, des joueurs qui physiquement n'étaient pas au rendez-vous, etc. Et puis, finalement, la gestion a porté ses fruits au cours de la saison. Une saison, c'est un marathon. On va pas être tout le temps en sprint, on va pas être tout le temps à vitesse maximale. Et je sais que dans une saison, on doit en passer par ces moments-là
pour arriver en Mm. mars, avril à des meilleurs moments. Là, ce que j'ai l'impression de déceler par rapport à ce qu'on a vu aussi de Enrique et de son staff la saison dernière, c'est qu'ils sont en gestion pour l'instant. Ils sont en gestion au jour le jour, ils voient un peu les physiques, ils voient qui grince, qui souffle, qui machin. Et ils gèrent tout ça au millimètre pour que en mars, avril, mai, ça soit génial. Moi, pour l'instant, je suis pas inquiet. Je sais qu'effectivement, ça va être difficile physiquement. Le plus chiant, c'est les blessures. Pardon, excuse-moi. Plus embêtant. Le plus embêtant, c'est les Faut blessures. vraiment qu'on s'achète une tirelire en fait. Ouais. Ou je trouve une tirelire pour les sous. Le plus Pardon. embêtant, c'est les blessures, les aléas. Typiquement, la cheville de Chevalier qui aurait pu lâcher. Typiquement, Dembélé qui est blessé 2 fois. Doué qui est blessé 2 fois, etc. C'est ça le plus embêtant. Le reste, franchement, c'est de la gestion et je fais confiance à Enrique et son staff. Oui, Marc, tu voulais réagir. Ouais, bah, moi, je voulais embrayer sur mon j'aime pas. Ouais, pour, pars sur ton j'aime pas parce que je sais que ça se, moi, ça je, se lit. moi, je souscris tout ce que dit Alex et on a presque tous envie de signer un blanc-séant à Luis Enrique. Luis Enrique, à son staff dans leur gestion, puisque ce qui a été fait depuis 2 ans, c'est assez prodigieux. Mais en réalité, moi, si j'étais un supporter abonné au parc ou si je paye ma place à chaque match, j'aurais quand même envie de voir mon équipe donner son maximum. Ou si je me déplace, j'ai pas envie de voir des non-matchs, quoi. Et je suis désolé, mais moi, j'ai le sentiment que ce début de saison un peu sacrifié, bah déjà, on va devoir s'y préparer pour toutes les saisons qui vont arriver dans les prochaines années. L'année prochaine, on va être en post-Coupe du Monde. Quid dans 2 ans, est-ce qu'on va refaire une Coupe du Monde des clubs? Et donc, est-ce que ces 6 premiers mois calamiteux, parfois ennuyeux, parfois laborieux, où on gagnait à l'arrache, on va devoir vivre ça tous les ans? Je trouve ça un peu dommage de se placer dans cette optique-là. Et c'est ça, mon j'aime pas, en fait. C'est que il y a une décision de la part du club qui a été prise de disputer cette Coupe du Monde et donc de galvauder ces 6 premiers mois. Et aujourd'hui, il y a des moments, en fait, on voit des matchs, je vais le dire comme ça, mais de merde, quoi. Ce week-end, on s'est fait Un c'était gros un mot, ennui. pas deux. C'était Mais j'ai compris. On C'était un comprend le ennui propos. royal, quoi. On comprend Donc le propos. voilà, et je pense que quand Luis Enrique, ça l'embête très profondément, en fait. Lui qui aime bien voir son équipe jouer, gagner, proposer du jeu, c'est vrai qu'en ce moment, quand on l'écoute en conf de presse, il dit qu'il se contente très facilement de la victoire, plus que du style. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai peur que moi, ce style un peu laborieux, ça dure pas 6 mois, mais ça dure toute une saison. Ah, toi, tu penses que c'est pas sur Non, une cette saison? année, j'ai envie de croire que les joueurs sont aussi dans une dynamique mentale où ils savent que là, on peut relâcher, il va y avoir des moments un peu moins bien et qu'il y a peut-être un peu plus d'indulgence, et puis qu'après, il va falloir aller défendre leur titre quand ça compte. Et ils le montrent quand ça compte, ils sont là. Mais je suis désolé, moi, en tant que suiveur de ce club, et Tu l'apprécies. je l'apprécie particulièrement, il y a des moments, c'est un peu embêtant de se dire, je sais pas à quelle sauce on va pouvoir apprécier ce PSG, quoi. Alors, il y a l'acceptation. Je profite d'avoir Julien aussi, hein, mais il y a l'acceptation, Julien, mais il y a aussi le coup de la panne. Et finalement, ce week-end, c'est ce dont on s'y attendait pas, en fait. Parce qu'on sait qu'ils sont en gestion, on sait que on sait tous à se dire dans notre tête, bon, ok. Mais là, le coup de la panne, le coup de il n'y a plus d'essence dans le moteur à tous les étages, parce que pour le coup, même Pacho, je ne sais plus qui a dit ça, ne ressemblait plus à un grizzly, mais à un gentil ourson, un gentil petit ourson. C'était compliqué. On n'était pas prêt en tout cas. Je pense que Luis Enrique s'y attendait. Parce que à la conf d'avant-match, je lui ai posé la question sur Monaco, quoi en penser de cette équipe qui fait match nul à pas fausse et qui est un peu en dents de scie. Et lui, il avait dit, ouais, mais Monaco, à chaque fois qu'on est allé là-bas, certes, il y a eu des victoires, mais à chaque fois on a galéré, ça a été très compliqué. Et donc lui, je pense que déjà, il s'attendait à ce que le match soit un peu bourbier pour le PSG. Après, c'est ce que vient de dire aussi Alex, c'est que, en fait, qui s'étonne de voir ce PSG dans cet état-là? T'as ton milieu de terrain type. Le match contre Tottenham, c'est seulement son 2e match de Ligue des Champions où les 3 sont alignés d'entrée. Ta ligne d'attaque, t'as Dembélé qui est sur un demi-mollet, t'as Doué qui a pas encore repris collectivement, enfin en tout cas qui est pas encore dans le groupe. Barcola, qui l'a dit, c'est passé un peu sous les radars, mais vous l'avez rappelé lors du précédent épisode, mais il a dit ça commence à tirer. Donc pour qu'il le dise, c'est que le mec en fait il est rincé et que peut-être qu'il est plus frais mentalement et physiquement. Donc voilà, tout ça fait que avec un PSG, un groupe réduit, des gamins que tu mets dans le groupe qui doivent remplacer les titulaires habituels. Tu demandes en gros à un Mayoulou, à un Mbaye,
à un N'Jantou d'avoir le niveau d'exigence et le niveau de performance des titulaires habituels. C'est pas possible. Donc en fait, tout ça fait que, au final, oui, tu vas perdre des matchs, tu vas pas bien jouer. Et c'est cette situation-là, et il faut l'accepter. Je pense que le PSG, quand il y aura tout l'effectif qui sera de retour, il retrouvera de l'allure et on aura le PSG qu'on a vu la saison passée. Mais là, je pense que pour le moment, il n'y a pas de solution, c'est comme ça. Puis Monaco, c'est pas non plus... Paris n'a pas joué une équipe mid, tu vois. Enfin, il y a quand même un effectif, tu as des joueurs internationaux. Oui, mais c'est des joueurs qui décident aussi leur match. Ils sont fait laver à Rennes. Oui, peut-être. Mais tu vois, peut-être que le match de Pafos, ils ont dit on n'a pas bien fait et il faut qu'on se réveille. Et vous savez très bien que le PSG, souvent, sur le calendrier, c'est la petite croix et c'est le match où on veut briller, quoi. Voilà. Une petite question autour de la table, et qui veut prend la main, mais sur la décision qui est quand même assez forte, je trouve, de la part de Luis Enrique de laisser 3 jours de repos en plein milieu de saison, là, comme ça, c'est qu'il comprend que les mecs sont bouillis, en fait. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je te rejoins. C'est que j'ai lu effectivement le fait qu'il fallait peut-être les faire revenir à l'entraînement le lendemain, être plus dur. Non, franchement, il faut se rendre compte, quoi. Enfin, non, mais même, les mecs, il faut se rendre compte, c'est pas des machines, quoi. Enfin, je te dis, un Vitinha qui enchaîne 90 minutes toutes les semaines et il a même pas de remplaçant digne de ce nom. Mais, il est cramé, quoi. Ils sont tous cramés. C'est pour ça que je pense qu'il faudra voir, et j'espère qu'effectivement il y aura une préparation là pendant cette trêve qui va permettre de monter en puissance pour les mois mars, avril, mai, juin. Mais ça va être compliqué. Et en plus, j'ai découvert ce matin, effectivement, en voyant le calendrier dans le Parisien, c'est que les copains du Parisien, évidemment, que en fait après le match à Doha, tu reviens pour le match de la Coupe de France. On va savoir ce soir. Là, on est lundi. Aujourd'hui, là, on enregistre. On est lundi à 19h. On va savoir. Tu peux tomber contre un match bourbier en plus. Mais ça ne s'arrête jamais. Mais jamais pour eux. C'est fou quand même. En fait, ce qui est clair, c'est que ça fait des années qu'on alerte sur l'intensité folle du calendrier. Là, pour le coup, le PSG est dans une année qui est exceptionnelle en termes de calendrier, parce que tu as eu la Coupe du Monde. On s'est mis dedans. Bien sûr, tu as eu la Coupe du Monde des clubs. D'accord avec toi, on s'est mis bien sûr. Tu as eu la bonne idée de gagner la Ligue des Champions, donc tu as la Coupe intercontinentale qui arrive, tu as évidemment la Coupe de France, les machins, enfin là tu as la Coupe du Monde à la fin de l'année, la CAN en plein milieu d'année, etc. Bon, c'est là où de toute façon on pourra pas réécrire l'histoire, mais là où on pourra toujours se poser des questions, c'est est-ce que le PSG aurait dû étoffer son groupe cet été ? On peut pas refaire l'histoire, ils ont décidé de pas le faire. Est-ce qu'ils le feront cet hiver ? C'est possible, et à ce moment-là, on verra si ça va changer quelque chose. Avec ça tombe bien, c'est un débat. Garde-moi un petit peu. Je pose le débat là. Je te fais une petite passe décisive un peu lointaine. Une petite vingtaine de minutes. Voilà. Mais après, moi, je sais que je voulais aussi dire un truc, et ça rejoint aussi un des débats d'après. Mais voilà, moi, le fait que le PSG marche pas sur la Ligue 1 en novembre, ça m'excite un peu aussi, tu vois. Le fait qu'il y ait un peu d'incertitude, le fait qu'il y ait un peu de concurrence, le fait que Lyon, Marseille, Monaco soient venus un peu nous croquer dans les chevilles pour nous dire ça y est, ça va pas être aussi facile que les années précédentes. Moi, voilà, peut-être qu'on a été trop habitués aussi à ce que ce soit trop facile ces dernières années. Moi, je sais pas, ça m'excite un peu une Ligue 1 où il y a un peu d'enjeu, une Ligue 1 où en décembre, tu sais pas que le PSG va être champion. Et voilà, on en reparlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Et double appel. Quand le PSG sera champion. C'est ça. C'est un dessin ce matin dans le journal de l'équipe avec Nasser qui appelle la société pour faire l'ambiance et qui dit finalement, ça sera pas au mois de mars, mais plutôt au mois d'avril. Voilà, ça donne à peu près ce que tu viens de dire. Les amis, on accélère sur le GEM, parce que je sais que vous avez galéré pour trouver des gemmes, donc on va faire un petit tour de gemmes. Jonathan, avec toi, s'il te plaît. Moi, j'ai aimé ce que je disais, c'était très dur d'en trouver un, mais un peu quand même toujours cette méritocratie que met en place Luis Enrique. T'as beau être champion d'Europe, t'as beau avoir été champion d'Europe, et pourtant, il y a pas vraiment de statut, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, j'entends ce que dit Julien, et il a sûrement raison pour Bradley Barcola sur le fait que, en fait, comme ça tire, c'est pour ça qu'il est sorti plus tôt contre Tottenham et qu'il n'a pas joué une semi-minute contre Monaco. Mais il est pas bon, hein. Mais moi, je pense que pour le coup, j'ai vu Luis Enrique quand même sa tête sur le match et la sortie de Barcola à la 50e minute contre Tottenham, alors que N'Jantou est encore sur le terrain, et que là, contre Monaco, justement, il le fait pas jouer une minute, il préfère mettre devant Mbaye, Ramos, N'Jantou, et il aurait pu mettre un autre jeune, et c'était pareil. Je pense qu'effectivement, j'ai l'impression, et on verra sur les prochains matchs, qu'il y a un petit déclassement pour Bradley Barcola. À un moment, il lui a donné, à la manière un peu d'un Beraldo, c'est-à-dire, tu as beaucoup joué, tu as eu beaucoup ta chance, tu l'as pas saisi, ok.
maintenant tu es rétrogradé, tu seras sur le banc et maintenant il va falloir gagner ta place parce que pour un Bradley Barcola par exemple ou un Gonzalo Ramos où c'était ça sera un peu le débat d'après mais pour un Gvara, les absences de Doué et Dembélé parce que pour moi ils sont absents depuis le début de la saison parce que ils sont blessés pendant la trêve de septembre. Dembélé a toujours pas commencé sa saison. Voilà, et ni même Doué, il a fait un match contre Leverkusen, sinon on l'a pas vu de la saison, Désiré Doué. Donc c'était leur chance de pouvoir vraiment mettre un caillou dans la chaussure de Luis Enrique. Et finalement, en jouant, ils ont perdu encore plus de crédit. C'est ça qui est paradoxal, alors que ça aurait dû être plus un problème qu'autre chose. Donc moi, je suis content effectivement que Luis Enrique se dise vous n'êtes pas bon, et ben vous ne jouez pas, ou en tout cas vous n'avez pas un statut comme ça dans cette équipe. Ça permet de toujours se remettre en question et c'est bien. Pas de statut, en tout cas. Comme j'ai dit, j'accélère un petit peu les j'aime avec toi. Alex, ton j'aime, je sais, alors il a galéré sur la conversation WhatsApp, les gars, j'arrive pas à trouver de j'aime, je sais pas. Et là, tout d'un coup, j'en ai un. Non, j'en ai un, c'est que j'ai pas pu regarder la première mi-temps du match. Je pars sur quoi? Et du coup, je l'ai suivi à la radio avec vous. Et très bien, c'est très bon choix sur ici Paris. Quel faillot! La double faillotage, ça c'est un peu. On va appeler la VAR, mais je pense qu'il va être repéré. Non, je fais ça très rarement parce que j'écoute pas trop la radio, c'est pas dans mes habitudes. Je la fais, je la regarde pas. Mais je l'écoute pas plutôt. Mais j'ai kiffé vivre le match un peu différemment et t'entendre t'insurger contre Clément Turpin. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Ça, et puis non, pour être un peu plus sérieux, toujours, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais toujours étonné agréablement et indéfiniment par le talent de Vitinha qui, même dans un match comme ça, arrive à surnager et à être très fort. Voilà. Mais pas plus que ça. Ce qui est assez fou chez Vitinha, c'est que même le niveau moyen permet de stabiliser. Par exemple, alors qu'un Fabian Ruiz, quand il se plante, lui, voilà, ça se voit. Il s'est bien planté. On a revu le Fabian Ruiz de 2023, voilà, où on était complètement. Non, Marc? Ouais, moi je sais pas, je me suis demandé si Joao Neves était sur la pelouse, quoi. Ah oui, pareil. Oui, aussi. C'était dingue. C'est Lima Youlou, pareil. Incroyable. Je me suis dit, mais il joue vraiment, lui qui court partout d'habitude. Regardez bien son visage à la 70e. Ça, tu ne l'as pas entendu à la radio, mais moi je l'ai dit parce que je l'ai vu sur un écran. Parce qu'à Monaco, ils se sont dit que la bonne idée, c'était de mettre en tribune de presse pour les supporters qui sont derrière un écran géant. Donc en fait, quand tu es un peu bas dans la tribune de presse, tu as l'écran géant et tu ne vois pas. Donc là, j'avais le visage au moment de tirer le coup franc à la 80e minute de jeu, après l'expulsion de Kehrer. Regardez bien le visage de Joao Neves. Il est blanc comme un linge. Et vraiment, il est tout pas bien. T'as l'impression alors qu'il a les meilleurs stats en kilomètres parcourus de toute l'équipe. Oui, mais tu as l'impression qu'il y a un truc qui va pas chez lui sur cette rencontre-là. En tout cas, il était pas au mieux pour Joao Neves. Donc, en tout cas, mais effectivement, Vitinha, c'est toujours le patron et c'est toujours le taulier. Marc, pour terminer? Je n'ai pas de j'aime. Super, merci. Bon, voilà. Si, j'ai beaucoup aimé la réaction de Luis Enrique sur l'annonce du carton rouge de Thilo Kehrer. Je ne sais pas si les images sont totalement disponibles dans le résumé proposé par la Ligue sur YouTube. En fait, il se fout littéralement de la tronche de M. Turpin en disant « Ah, c'est pas vrai, il met un carton rouge. » Il trouvait ça ridicule. Il donne l'impression qu'en tout cas, il trouve ça ridicule. Oui. Et ça m'a fait marrer parce que lui, qui est d'habitude si neutre par rapport à l'arbitrage, cette petite capsule permet de voir qu'il ne l'est pas tant que ça. En fait. On peut le voir sur le résumé, effectivement. Peut-être qu'il voulait faire un 11 contre 11. Il voulait pas que... Parce que de toute façon, même à 11 contre 10, on n'a pas vu la différence sur la fin de rencontre. Non, mais c'est un peu l'impression qu'il se dit « Ah, comme par hasard ». Trop de turpitude sur ce match. C'est ça. Ou des turpineries. Des turpineries, je préfère ça. Les amis, voilà pour le petit tour de table. On a bien compris que ça avait été un peu compliqué. Vous avez vu, on n'a pas fait trop d'individuels. On n'a pas été chargé certains joueurs, etc. Mais quand même, vous l'avez entendu dans les titres de ce début d'émission, j'avais quand même envie de parler d'un garçon, mais plus pour le global en fait, parce que face à Monaco, il a 2 tirs cadrés, il a quand même fait 2-3 petites choses, 2-3 accélérations, mais pour le reste en fait, c'est surtout sur l'ensemble de sa saison. J'avais envie de parler de Gvicha Kvaratskhelia, notre attaquant géorgien qui avait apporté tellement de feu, d'énergie sur sa deuxième partie de saison avec le Paris Saint-Germain quand il avait signé au PSG en janvier 2025. Mais alors là, depuis, j'ai l'impression que notre Kvaratskhelia, soit il a laissé sa tête à Munich le 31 mai, et voilà, soit son physique ne suit pas. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est le grand sommeil pour Kvaratskhelia. Et j'aimerais qu'on fasse une espèce d'individuel. J'aime bien cette expression qu'on a sortie là depuis 1 ou 2 semaines pour parler d'un joueur et de regarder un petit peu.
est-ce que Kvaratskhelia vous fait souci autour de cette table, Julien, les prestations du Géorgien? Juste une petite stat, il a fait 17 matchs, il a fait 17 bouts de match ou des matchs comme titulaire. 3 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison. Alors, sur la feuille de match, c'est pas infamant, mais par contre, dans le contenu, c'est un peu plus compliqué. Enfin, j'ai l'impression. Je crois que lui aussi, il a donné des indices un peu là sur la. Tu sais, il a fait la conf d'avant-match de Champions contre le Bayern, je crois. Oui. Et on lui avait demandé si son fameux repli défensif de la finale de la Ligue des Champions, c'était quelque chose qui était inné ou est-ce que c'était quelque chose un peu de travailler avec Luis Enrique. Il avait dit avant, je n'étais pas comme ça. J'étais attaquant, j'étais devant. Mon rôle, c'était de foutre le bazar dans la surface adverse et d'aller marquer. Certes, c'est un joueur qui est généreux, mais pas dans cette mesure-là. Et en gros, il a dit c'est Luis Enrique qui m'a appris à défendre comme ça. Peut-être que lui aussi, physiquement, tu vois, de passer d'un ailier, on va dire, un peu plus placé ou qui se contente que d'attaquer et moins de défendre. Là, il a fait une demi-saison pleine où il a autant attaqué que défendu presque. Donc plus calendrier, Coupe du Monde, etc. Peut-être que lui aussi, il y a plus d'essence dans le moteur et que moins bien physiquement, peut-être qu'aussi mentalement, comment il a vécu la Ligue des Champions, parce que pour lui c'est l'apothéose et il a du mal un peu à se remettre dans le bain. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de paramètres qui font que oui, c'est plus compliqué pour lui, mais un peu à l'image aussi de pas mal de joueurs cette saison PSG, quoi. Il fait plus, pardon de t'avoir coupé, mais il fait plus beaucoup de différence, Marc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est juste ça m'intéresse. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Débattre. Je trouve que il a soit pas la réussite devant le but qui va avec, donc ça veut dire peut-être pas forcément les bons choix au bon moment, soit les passes qu'il délivre ne trouvent pas, ne finissent pas but, mais ne font pas but, mais j'ai le sentiment quand même que dans les 1 contre 1, il en gagne encore dans les matchs, qu'il est à l'initiative de certaines actions et contre Tottenham, parmi les joueurs offensifs, moi j'ai longtemps pensé qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire quelque chose, quoi. Donc, et je pense qu'il pâtit aussi de ça. Il pâtit à la fois de la méforme des autres, d'une méforme collective globale physique, parce qu'on voit bien, il n'a pas forcément le coup de rein, la capacité à répéter les efforts ou même à descendre. Et je trouve quand même qu'il en fait beaucoup. Mais si je regarde ses stats avant Monaco, il est décisif sur 4 des 6 derniers matchs du Paris Saint-Germain, quoi. Ah non, mais après, 4 des 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Donc, plus par la passe. Mais moi, je trouve qu'on est dur avec lui comme on a été dur avec lui quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ah bon? Moi, j'ai trouvé on avait été dur avec lui. Au début, un peu, ouais. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de différences. Les 3 premiers matchs. Remarque, n'allez pas chercher les titres des émissions précédentes. Je crois qu'il y en a une pour Kvaratskhelia début janvier ou mi-janvier. L'ombre d'un doute. Un truc comme ça. Ah non. Et voilà, je pense que juste il y a des bases qui sont là, qui sont encore là. Mais il y a juste un coup de moins bien physique et ça rejoint mon propos de tout à l'heure. Moi, juste ce qui m'embête, c'est des joueurs qui ont ce talent, de les voir à ce pourcentage de leur niveau global. Là, c'est frustrant, je trouve. Jonathan, frustration aussi de voir Kvara ainsi, pour l'instant, ne pas être à sa pleine puissance. Et puis surtout, voilà, même on a l'impression qu'il choisit un peu ses matchs. Parce que la Ligue des Champions, j'ai l'impression que son réveil, sa sonnerie de réveil est bien là. La Ligue 1, j'allais dire un peu, il s'en bat les reins, mais c'était l'expression que j'avais envie d'utiliser, quoi. Ça reprend un peu et mon propos et celui que vient de dire Marc, c'est la fatigue physique. Parce que moi, j'ai quand même des matchs de Kvara où je le trouve excellent, contre l'Atalanta au Parc, contre Leverkusen. Même là, la deuxième mi-temps, quand il est vraiment à son poste sur le côté gauche, contre Tottenham, je le trouve excellent avec des jambes. Et il a du peps, voilà, du feu dans les jambes. Et ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas oublier que Kvara, à l'été 2024, il est perturbé parce qu'il veut signer au Paris Saint-Germain. Il y a un accord avec le club. Finalement, Naples le retient. Le début de saison est compliqué parce qu'il se blesse beaucoup avec le Napoli. Il arrive donc en janvier au Paris Saint-Germain. Il explose tout. Et là, encore une fois, cet été, il n'a pas de préparation. Je pense qu'il y a aussi des explications sur le fait qu'à un moment, Kvara aussi commence à tirer la langue, que ce soit un peu plus difficile et que quand tu tires la langue et que tu joues la Ligue des Champions ou tu joues la Ligue 1, ou en plus de ça, en Ligue 1, en marchant, tu arrives à être premier. Bon, là, tu es deuxième et à un point, si je dis pas de bêtises, de Lens.
et bah, tu choisis la Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. C'est là où aujourd'hui, on attend le Paris Saint-Germain. Et donc, c'est là où on attend le Kvaratskhelia. Mais c'est triste, mais c'est comme ça. C'est parce que je pense que le rythme est trop effréné, les joueurs sont fatigués et qu'il faut faire des choix et qu'il fait le choix. Voilà. Pas le choix d'accepter qu'il fasse des choix, finalement. C'est un constat qui est vrai pour tout l'effectif en fait. Voilà. Et de toute façon, Donc il ça, reflète en a... finalement, non, en fait, non, mais Kvara oui. reflète l'équipe. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a bien vu que c'est pas le même PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Hein. Enfin ça, on l'a bien vu et on le dit depuis tout à l'heure et on le constate depuis tout à l'heure. Le PSG qui roule un peu sur la Ligue des Champions, à part un match. Oublions ça, mais c'est pas le même qui patauge un peu dans la semoule en Ligue 1. Moi, sur Kvara, pour le coup, et c'est vrai que les stats le disent aussi, j'ai vraiment eu cette impression de gros moins bien, surtout au tout début de saison. C'est-à-dire, là, on le voit d'ailleurs, en Ligue 1, il commence à avoir des passes D, une passe D, sa première passe D, elle est à la 9e journée. Et avant la 9e journée, en fait, il n'existe que en Ligue des Champions. Et le reste, c'est... ne comptez pas sur moi, enfin, je suis là pour faire le nombre, mais vraiment pas pour grand-chose d'autre. Là, pour le coup, il y a un petit peu de mieux, c'est-à-dire que je trouve que depuis un mois, il est quand même un peu plus décisif, il retrouve son côté, même s'il n'est pas flamboyant comme on a pu le voir, on va dire, à partir de février l'année dernière. Je trouve qu'il y a quand même un peu de mieux. Maintenant, oui, il faut se faire à l'idée que ces joueurs comme ça, même un joueur comme Barcola, pour moi c'est pareil, c'est-à-dire que Barcola, qu'on voyait faire des différences de malade en 1 contre 1, en vitesse, en percussion, en dribble, aujourd'hui quand on le voit qui n'arrive pas à éliminer 2 joueurs, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe quoi. C'est juste que c'est une saison qui est éprouvante, 2 saisons qui se sont enchaînées sans repos. Voilà, et surtout pour des joueurs comme ça qui doivent puiser un peu dans leur énergie pour percuter, pour dribbler, pour éliminer. C'est des joueurs qui ont peut-être besoin d'un peu plus de jus et eux l'ont pas. Et je me permets de rajouter un petit Oui, truc, désolé de te Jonathan. couper Bruno, c'est que même on parle d'un PSG en Ligue des Champions et en championnat, mais même en Ligue des Champions, t'es un peu moins dominant parce que contre Tottenham, Tottenham te met quand même en difficulté dans le jeu. Contre le Bayern, bon, la première mi-temps, on n'en parle même pas. C'est un peu un diesel, c'est-à-dire qu'il se réveille petit à petit vers la deuxième mi-temps, vers la 45e minute. Et pourquoi ? Parce que en fait, la force de ce PSG, c'est son pressing contre pressing. Mais si t'es pas à 100% pour tenir un style de jeu aussi exigeant, t'es moins dominant, et quand t'es moins dominant, t'es un peu plus en difficulté face aux meilleures équipes d'Europe, d'autant que t'as le calendrier le plus compliqué de cette phase de ligue. Juste pour revenir sur Kvaratskhelia, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, alors il est en concurrence avec Bradley Barcola, c'est l'un des seuls qui finalement a vraiment de la concurrence à son poste, Marc, est-ce que finalement, parce que le côté à gauche, à droite, moi je suis désolé, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un Kvara qui est très heureux à gauche, voilà, c'est son poste. À droite, c'est vous êtes gentil, j'aide, mais ça me fait vraiment suer d'être là. J'ai cette impression-là. Cette saison, il le fait plus ressentir que l'année dernière où il fallait être agréable pour tout le monde sur toute la saison et pour faire plaisir à Luis Enrique. Je suis d'accord, mais je pense que en fait, il n'est pas là parce que Luis Enrique veut le mettre là. En fait, il est là parce que je pense que Luis Enrique est en train de tester Bradley Barcola à gauche, clairement, pour lui montrer que, tu vois, il y a un moment donné, on te teste à gauche, et puis si tu réponds pas, il va gentiment remettre Kvara, et puis quand tout le monde va revenir, Doué, Dembélé, ces trois-là seront devant, et Kvara sera gentiment à gauche, et puis il pourra dire tranquillement à Bradley Barcola, écoute, tu as très largement eu l'espace pour t'exprimer sur ce côté gauche, et tu n'y as pas été décisif, donc aujourd'hui, l'ordre naturel des choses se rétablit, et toi, tu n'es pas à gauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, sur les stats, bon, comme on l'a dit, Kvara, c'est donc 17 matchs, 3 buts et 5 passes décisives. On va voir un petit peu, mais lui aussi, je pense qu'il a besoin de... C'est son coup de soleil de cet été, je vous rappelle, c'est mon grand gimmick. Je vous rappelle, vous tapez Kvaratskhelia coup de soleil sur les réseaux sociaux et vous allez tomber sur cette photo où il est... rose, voilà, il est tout rose. Il a oublié de mettre de la crème pendant ses vacances, pendant les quelques jours qu'ils ont eu de vacances. Je suis sûr que c'est ça qui l'a complètement un peu perturbé, notre Kvaratskhelia. En tout cas, vivement qu'il redevienne vraiment ce joueur percutant. Et après, juste défensivement, il y a un truc, Alex, c'est que quand Nuno Mendes est là, voilà, il a peut-être moins besoin de travailler que quand il y a aussi Lucas Hernandez qui défensivement est un petit peu plus énergivore pour le mec qui est dans son couloir. Après moi franchement là-dessus sur les charges de travail, peu importe qui est sur le terrain, enfin les mecs, Enrique et son staff sont tellement exigeants, tout le monde a besoin tellement de bouger en permanence.
même quand Mendes est là, Guevara il fait des retours, il doit compenser. Même quand Ruiz est là, il doit être bas quand l'équipe adverse a le ballon. Donc non, franchement, moi là-dessus. Et puis en plus, Hernandez, pour le coup, c'est peut-être un joueur qui est un tout petit peu moins fiable défensivement que Nuno Mendes, même s'il faut quand même respecter le champion du monde qu'il est. Ça reste un joueur aussi qui est naturellement et aussi avec son âge plus bas sur le terrain que Nuno Mendes. Et donc, pour moi, justement, au contraire, il libère un peu de cette charge de travail-là les ailiers et Fabien Ruiz. Bon, sur ce match-là, ça n'a pas changé grand-chose, mais voilà. Ça, je le confirme. Les amis, il nous reste encore 2 débats, vous ne vous inquiétez pas. Il y aura bien évidemment on va parler mercato en fin d'émission pour savoir un petit peu s'il faut absolument recruter et à quel poste. Il y a un joueur qu'on a vu du côté de Monaco, voilà, on l'a vu travailler. Bon, il s'est fait rattraper 2 fois en vitesse par Lucas Hernandez. J'aimerais juste lui dire, c'est Monsieur Akliouche, je l'ai quand même bien souligné à l'antenne. Ça m'a quand même fait tout bizarre. Il faudra en reparler. Ce sera peut-être de lui ou d'autres joueurs dont on parlera dans quelques instants. Mais pour le moment, revenons sur cette Ligue 1, la Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui se retrouve dépossédé de cette première place. On avait l'impression que c'était le siège attitré. Et là, une équipe qui vient de nulle part, qui 24 ans après sa dernière place de leader dans le championnat, puisque c'était la dernière fois, c'était en 2001. Il y avait encore Eric Carrière avec un maillot tout large. Et voilà, enfin bon bref, c'était le Lens d'une certaine époque. Voilà que le RC Lens prend la tête du championnat, qui profite de cette défaite du Paris Saint-Germain, qui profite de la défaillance de l'Olympique de Marseille, puisque Marseille, jusqu'à la 95e minute de jeu, était leader du championnat et boum patatras. Merci Hidalgo. Voilà, je le dirai une seule fois dans ma vie, mais merci Hidalgo. Voilà, en tout cas, juste pour revenir, on va parler de cette Ligue 1 et vous poser la question, les copains autour de la table, sur cette saison, pour vous, qui est le danger principal pour cette équipe du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est Lens pour le titre de Ligue 1? Est-ce que c'est Marseille? Est-ce que vous voyez peut-être Monaco, justement, avec la pioche qui revient, avec cette équipe qui finalement a un peu de matériel pour rivaliser? Est-ce que vous voyez Lens tenir et nous faire une Montpellier? Bref, je vous pose la question. Il nous reste encore 20 journées de championnat, donc il y a encore un peu le temps, bien évidemment. Il peut encore se passer plein de choses. Mais est-ce que vous voyez un concurrent vraiment sérieux au Paris Saint-Germain? Jonathan, j'attaque avec toi. Qui pour toi, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, peut-être que pour toi tu vas te dire, bon, de toute façon, ça sera l'autoroute du soleil un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a un concurrent qui, toi, t'inquiète ou qui te pose question? Eh bien, le principal concurrent du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Très bien. Oh là 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 là. Philosophie N'est-ce pas? Magazine, bonjour. Oui, voilà, exactement. Non, mais si le PSG accélère, si le PSG fait ses matchs, normalement, il devrait être champion. Enfin, Oui, mais il y a tu pas... l'as dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de gaz et Bah, tu ne sais pas oui, comment mais avoir du gaz. En donc, fait, on sait pas que sur la deuxième partie de saison, c'est ce que disait tout à l'heure Alex, et je suis en partie d'accord avec lui comment ça va se passer. Mais disons que là, par exemple, le match contre Monaco, bon, bah, si tu le perds pas, en fait, Marseille. En fait, il faut comprendre que, quoi qu'on en dise, les équipes de Ligue 1 ont quand même une sorte d'inconstance. Marseille, il y a à de nombreuses reprises, pouvait récupérer la place de leader, ils ne l'ont pas fait. La Lens la prend, et encore, il y a un penalty qui a été refusé à la dernière minute Là contre aussi, Angers, un peu étrange, mais ils auraient pu aussi ne pas en profiter. Paris, on en parlait ce matin sur notre groupe WhatsApp, Ouais. ce n'est que 54% de victoires en Ligue 1 depuis le retour de la trêve au mois de septembre. Depuis le 14 septembre, c'est que 54% de victoires. Avec un rythme comme ça, qui n'est pas un rythme de champion clairement, dans n'importe quel autre championnat, d'autres équipes auraient pu en profiter. Là encore, le PSG, tu as 1 point de la place de leader, était encore leader là il y a encore quelques heures. Donc j'ai envie de dire que si Paris passe la seconde, il n'y aura pas de souci, et je ne vois pas des équipes comme Lens, Marseille, Lille ou Rennes ou Monaco mettre en danger Paris. Je suis désolé, j'arrive pas à y croire. Joao Neves a dit cette phrase en conférence, enfin voilà, quand il est venu en zone mixte du côté de Monaco, il fait de toute façon, si on gagne tous nos matchs, on sera champion. Donc n'aie pas à me poser de questions comme ça. Voilà. Mathématiquement, non. Bah oui, bah si. Si tu tapes, si tu tapes Lens. si tu tapes Lens. J'allais dire si Lens, ils gagnent tous leurs matchs. Bah oui, Alors, ça veut dire que nous on aura c'est qu'à un perdu. moment, Ah non, ça veut dire que tu peux faire il y a la match nul. limite. Ah oui, oui, mais toi, tu as dit tous leurs matchs. Attention. À part celui qu'on perd. À part celui. De toute façon, on va battre à Marseille parce que là, il n'y a pas question de tomber une deuxième fois face à eux. On va en reparler. Alex, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que toi, tu j'aime vois pas, quelqu'un alors, non. est-ce que tu vois quelqu'un dans le rétro ou devant qui peut poser plus de problèmes que d'habitude? Là, on voit Rennes qui revient en grande forme, qui avait sacrément recruté en début de saison quand même, qui avait quand même du matériel. Là où je vais entièrement souscrire aux propos de Jonathan Ben Sadoun, c'est que en fait les autres équipes sont trop inconstantes.
même par essence, quoi. C'est-à-dire que j'aimerais bien te dire l'OM, franchement, ils ont un effectif bâti pour jouer le titre cette saison en Ligue 1. Mais enfin, c'est des chokers en chef, quoi. Ils n'arrêtent pas de bégayer à chaque fois qu'ils ont l'occasion de prendre la place de leader. Là, franchement, le nul contre Toulouse à la dernière minute, Ils ont fait la faut même se chose ressaisir, ils ont fait la même chose face à Angers. Ils ont Oui, perdu mais 4 oui. points. Ils pourraient être leader oui. avec plus de 4 points sur le C'est à PSG. chaque fois que le PSG laisse l'opportunité à Marseille de prendre les devants, Marseille bégaye. Donc, moi, j'aimerais bien te dire, oui, Marseille et franchement, ils ont les armes, hein. Sur le papier, c'est l'équipe la mieux armée de Ligue 1 pour embêter le PSG. Mais dans la tête, c'est peut-être pas encore ça. Et en plus de ça, ils ont cette année la Champions League. Alors, on ne sait pas jusqu'à quand ils vont la jouer. Mais ils ont la Champions League qui va rajouter en plus du physique au mental. Mais c'est ça justement le point déterminant en fait. C'est que si Marseille, dans son inconstance, arrive à rester au contact du PSG, et en théorie, ils vont faire un barrage, on va dire, grand max. Ils se vont sortir en barrage à la mi-février. Mais il y a autre Mais chose. c'est la Ligue 1. ça montre le PSG. Alors, il y a la CAN aussi, mais. Il y a la CAN, tu vas perdre Aguerd, Aubameyang contre Dogbia, déjà ça va te faire mal. Ouais. T'as Mais- une infirmerie où t'as Gouiri, Medina. Je les ai pas tous parce que leur infirmerie elle fait peur quand même. Elle fait plus peur que celle Bon, du Paris alors, Saint-Germain. disons ça, ok. Et même aussi, alors Lens, j'y crois pas trop, mais Lens n'a pas de Coupe d'Europe, tu vois. Rennes n'a pas de Coupe d'Europe non plus. Donc eux, en un sens, je dis pas qu'ils vont être champions. Il y a quand même une marge, mais c'est des clubs qui peuvent quand même embêter le PSG quelque temps, tu vois. Lens, Ça compte ça. Lens, en vrai, moi, ce qui me fascine un petit peu avec cette équipe, c'est que franchement, ils avancent dans une discrétion. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 10 matchs cette saison. J'ai l'impression qu'on ne parle pas d'eux, quoi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui roule toute seule, qui écrase tout sur son passage. Et franchement, on n'en parle pas. Alors, j'ai pas le même sentiment que il y a 3 ans qu'ils font deuxième. Où vraiment c'était une équipe qui était hyper impressionnante à avoir joué et tout. Mais c'est une équipe qui, en tout cas, je pense, est bien construite, bien équilibrée. Si Thauvin se pète pas la cheville dans 2 semaines et qu'il continue à porter Lens, ça peut encore durer quelques mois et être, entre guillemets, la bonne surprise. Mais sur des équipes comme ça, en fait, c'est trop indécis, c'est trop. C'est pas assez palpable pour se dire, ah bah oui, ça va durer, c'est sûr que ça va durer. Il y a zéro certitude. Donc ça peut être des bonnes surprises. Moi, Rennes, Lille, Lyon, Monaco, Strasbourg, là, tout ça. Ils vont perdre des points à 2 balles contre des équipes dont on n'a pas entendu parler depuis 94 là, donc ça je me fais pas de doute. Mais voilà, Marseille, Lens, Marseille, ils ont les armes. Lens, ça peut être la bonne surprise. Le reste, pour moi. Juste Lens, moi je me suis fait une réflexion. Le moment, on lui souhaite bon rétablissement, bien évidemment, Jonathan Grady, qui est pas mon préféré quand le PSG affronte le Lens, parce qu'il est tout le temps en train de mettre des coups, mais c'est pas grave. Là, il s'est fracturé le péroné. Et j'ai l'impression que ça va leur servir dans le moteur, dans l'essence lensoise. Je pense que Sage va s'en servir. Ils ont fait un FaceTime avec lui, ils vont commencer à jouer autour, ils ont commencé à en parler. Ça va pas durer, mais je pense que sur quelques semaines, ça va leur apporter un peu d'essence et un peu de courage pour essayer de tenir sur cette tête de championnat. Marc, je te vois dodeliner de la tête, je te sens un peu chafouin dans cette émission. Est-ce que tu vois, toi, un concurrent autre que ce qui a été dit autour de cette table? Non, je vois pas trop d'autres concurrents que les deux. Que Lens et Marseille. Ouais, mais après, en effet, je trouve que pour Lens, c'est pas que c'est fragile, mais c'est vrai que si demain tu viens perdre un Thauvin, un Sangaré, voire un Hudson-Édouard devant, là d'un coup ça devient peut-être un peu plus compliqué. Il faut aussi savoir que c'est un club qui potentiellement très belle offre qui arrive pour un milieu de terrain comme Sangaré, pour un défenseur comme Baïdou. Ils vendent. Je pense qu'ils vendent, quoi. Ouais, ça dépend. Enfin, faut que ça soit une très belle offre, mais c'est des clubs qui peuvent aussi. Ça veut dire que le mercato, il va falloir le vérifier. Il faudra avoir un œil dessus. Bien sûr. Dès le mois de janvier, en fait. Bien sûr, pour eux, oui. L'économie de Lens, c'est quand même de faire des transferts, quoi. Même si Joseph Gourlian est un fervent défenseur de la création d'une chaîne, le modèle économique, il repose essentiellement sur la vente des joueurs. Et Joseph Gourlian, il faut savoir qu'une chose, c'est qu'il est en fonds propres. Donc, vendre, ça veut dire aussi lui éviter de remettre de l'argent au pot à la fin de chaque saison. Donc, il y a ça. Marseille, oui, moi, je trouve que sur le papier, ils ont un effectif qui est très cohérent, en fait. Assez pléthorique. C'est le coach qui n'est pas cohérent, je vous le dis tout de suite. Ils veulent pas l'entendre à Marseille, et moi je leur dis, en fait, je vais leur donner la solution, c'est leur coach. Il fait nimp. À chaque fois, il a toujours une dinguerie dans son coaching. Moi, ça me ravit. Hein, moi, j'ai le sentiment quand même que par rapport aux saisons précédentes, ça reste une équipe qui progresse, tu vois.
et que cette progression, elle est quand même assez constante et que ces moments où en fait ils vont avoir le PSG en ligne de mire, ça va pas se produire tous les week-ends, ce moment où ils vont le rater. Donc, je ne sais pas s'ils tiendront dans la durée parce qu'il faut aussi supporter la pression qui entoure l'OM et le public qui peut lui-même. Devenu hystérique rien qu'en Ouais. apprenant que Paris ils se voyaient déjà leader avant d'avoir joué Toulouse. Et ça peut être. Il y a tellement d'attentes autour de l'OM et je pense que ça peut être un frein. Mais moi, je constate quand même que c'est un club qui progresse et qui est plutôt pas trop mal construit. Quand même. Tout à l'heure, Alex nous disait que c'était agréable qu'enfin, au mois de novembre, on puisse se poser ce genre de questions finalement, Julien, Ah oui, c'est bien. d'avoir un championnat qui nous mette un petit peu des papillons dans le ventre. Enfin, à se dire, on n'est pas le championnat néerlandais ou portugais, quoi. C'est bien d'avoir un peu de concurrence. Alors, le championnat portugais, des fois, il y a de la concurrence. Souvent même. Non, mais ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que le PSG, souvent cavalier seul, tu vois. Tu te dis, bon, en fait, ah, tiens, ils ont perdu, tu vois. Ça arrive une fois dans la saison, et voilà. Là, ça arrivait plutôt que prévu. Et malgré leur inconstance, Lens et Marseille, ils sont pas loin. Ouais, ça revient derrière. Et au moins, tu as un peu d'excitation à voir tes matchs le week-end en disant bon, tout n'est pas cousu de fil blanc. Et même le PSG peut un peu se rater. Les autres peuvent réussir. Et non, c'est cool, franchement. Après, de toute façon, ici, je pense qu'on est tous persuadés sur le fait que le PSG sera champion, en vrai. Bah oui, moi je. Lens, tu vois. Mais j'aime bien le côté. Moi j'aime bien ce côté un peu à se dire. Lens est dans la surperformance parce que leur effectif, il n'a pas été bâti pour être champion de France. Il a été bâti pour, pourquoi pas, accrocher une place européenne. Et déjà, je pense que tu leur as dit, vous êtes européen à la fin de la saison, ils signent, ils sont super contents. Parce que maintenant, voilà, Lens, on vend les bijoux de famille, le club doit être assaini. La politique est très claire, la politique sportive du Racing Club de Lens. L'OM, l'objectif pour eux, c'est d'être champion. Mais voilà, mais on sait très bien que regardez la saison passée, Dembélé s'est réveillé au mois de décembre, il a enquillé 18 ou 20 buts sur une demi-saison, il te refait la même là, c'est le championnat, c'est fini quoi, tu vois. On a compris ça d'ailleurs, hein. Ousmane, n'hésite pas. Tu voulais dire quelque Ouais, chose, Marc? moi en fait je suis d'accord avec l'idée du suspense, mais je la trouve assez illogique en fait cette idée parce que si tu veux avoir une belle Ligue 1, en fait tu as envie d'avoir un beau PSG. Sauf que ton suspense, il repose sur le fait que tu as un PSG qui tousse quoi, tous les week-ends. Mais ça a toujours été comme ça en fait. Quand tu as eu des champions comme Monaco ou Lille, je suis désolé, mais. Monaco, c'est un super champion. Hein. Bah oui. Il est à Monaco, 93 points. mais alors Lille, le cas de Lille, mais ton PSG, t'es pas non plus, oui. t'es pas renversant, tu vois. En fait, il faut la combinaison de un PSG qui sous-performe et une équipe qui est vraiment genre en sur-régime pendant toute la saison, ce qui arrive jamais en vrai. Mais en fait, c'est ça que on aimerait avoir dans ce championnat, c'est enfin peut-être une ou deux équipes. Je suis désolé, il y a des clubs qui, moi je trouve, travaillent bien et d'autres moins bien. Je pense à Monaco, en vrai. Vu ce que tu as fait sur les 2-3 dernières saisons, tu dois te permettre d'avoir autre chose que c'est l'effectif que tu as et les résultats que tu as. Et en fait, tu devrais venir titiller le Paris Saint-Germain bien plus longtemps et bien plus souvent dans une saison. Et je trouve que c'est assez dommageable d'attendre que le Paris Saint-Germain s'essouffle pour pouvoir se dire c'est super, il y a du suspense en Ligue 1. En fait, non. Oui, Paris Saint-Germain va gagner un championnat les trois championnats, enfin les championnats pendant 3 ans, et puis peut-être à un moment donné, on va avoir Montpellier, Lille, Monaco qui vont venir enrayer la machine. Mais à un moment donné, si Monaco est venu enrayer la machine, c'est aussi parce qu'ils avaient extrêmement bien travaillé à l'époque. Ils avaient un beau staff. Mais Lille, ils avaient bien travaillé aussi pour le coup. Bah oui, à l'époque. Et bizarrement, alors Luis Campos avait fait venir beaucoup de joueurs aussi qui n'avaient pas du tout performé, et il avait fallu qu'Antonio Cordon taille dans le gras pour que Monaco soit champion, mais il est dans l'architecture du titre de champion de Monaco et il est l'un des architectes majeurs du titre de champion de France recruter de un Lille, Campos donc, et gagner un titre. Ouais, moi j'ai pas d'affinité particulière avec lui, on s'est bien pris la tête, je peux le dire. C'est vrai. Avec Luis Campos, mais bon, force est de reconnaître que des gens sont arrivés et ont mis en place des projets dans la durée avec des coachs stables qui connaissent bien la Ligue 1, ça a porté ses fruits. Ce suspense-là, c'est quand même pas désagréable non plus, Jonathan. Je rejoins absolument tout ce que dit Marc. C'est vraiment un nivellement par le bas.
Je suis désolé, hein, je veux bien effectivement qu'on soit là à dire c'est trop bien, chaque week-end il y a du suspense. Il y a du suspense parce que le PSG n'est pas au rendez-vous, qu'il est exsangue de fatigue. Et voilà, et qu'il n'y aurait pas dû avoir de suspense effectivement avec une équipe consistante, avec ce PSG-là, mais plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'à Marseille, s'il avait été consistant, là, il n'y aurait pas eu de suspense parce qu'il aurait dû avoir 4, 5, 6 points d'avance sur le PSG. Marseille, ils n'ont pas d'excuses pour encore choquer ce week-end contre Toulouse comme ils l'ont fait contre Angers. Donc, en fait, c'est un suspense. Je retrouve un peu cet état d'esprit qu'on avait un peu de la Ligue 1 entre les deux périodes, entre la grosse période de Lyon et celle du Paris Saint-Germain. Un peu cette Ligue 1 un peu moyenne où tu avais un nouveau champion chaque année et tu avais des équipes en deuxième et Nice est meilleur troisième. Donc, moi, j'ai aimé effectivement cette Ligue 1 où tu te dis, OK, tu as 3 équipes qui roulent sur tout le monde et c'est trop fort. J'ai pas cette impression-là et c'est une fausse hype, je trouve. C'est ce qu'on a vécu aussi quand Lens a fini deuxième il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'ils ont été très très forts toute la saison, mais le PSG n'a pas baissé de régime pour autant. C'est-à-dire que ça a été une vraie bataille. Mais tu as vraiment vécu une bataille franchement, ouais. En vrai, le Lens, le Lens qui finit deuxième. Nous, on fait n'importe quoi sur la fin. Voilà, sur la fin, on laisse les points, on sait qu'on est champion. Lens, ils chient leur match au parc. Oui. Et Salih Abdoul Samed qui met la semelle sur Hakimi. Et à 10 contre 11, il trimballe le PSG en deuxième période. Lens. Mais il y avait 3-0 à la mi-temps parce que Messi et Neymar seront réveillés dans le dernier quart d'heure. Mais après, comme tu le dis, de toute façon, c'est trop constant. Et là, cette saison, effectivement, c'est un nivellement par le bas. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure... mais regarde, par exemple, le championnat allemand, le Bayern est 16 fois sur 17 champions, mais ça permet aux autres de bien travailler derrière. Enfin, ils peuvent se construire. Pour moi, la Bundesliga, c'est vraiment pas un exemple à suivre. Mais bon, après... Très bien. Après c'est peut-être que mon avis, hein, mais je trouve vraiment pas que ce soit un championnat ni très bon, ni trépidant. Enfin bref. Donc voilà, juste pour revenir là-dessus, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve ça intéressant aussi pour le PSG qui est dans cette panade-là actuellement. Le fait que là, il y a un tout petit peu de suspense, en tout cas qu'il soit pas premier et, avec 8 points d'avance. Voilà. Moi, je trouve ça excitant parce que aussi ça donne de l'enjeu au match de Ligue 1. Là, on les prend par-dessus la jambe parce que on sait que physiquement, il faut tenir le coup en Ligue des Champions, etc. Mais là, vu que le PSG n'est pas premier, il faut se reprendre, quoi. On s'arrête là sur cette page Ligue 1. C'est vrai que c'est toujours bien aussi de regarder un petit peu dans le rétro et de parler des adversaires. Mais on va parler désormais, pour terminer ce podcast, il nous reste un gros quart d'heure pour parler du mercato. Est-ce que, vu l'état... Alors, j'ai entendu, c'est quand même la thématique, la petite musique qui est dans ce podcast depuis tout à l'heure. C'est fatigue, rôti, manque d'effectifs, etc., etc. Donc, est-ce que le Paris Saint-Germain doit recruter impérativement, j'ai bien dit le mot impérativement, pour la période du mercato? Est-ce qu'ils en ont envie aussi? Ça, c'est une autre question. Et on a 2 personnes, des insiders, puisqu'on a Marc Méchénois, mais aussi Julien Froment qui sont avec nous, et on va pouvoir un petit peu savoir ce qu'il en est. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain doit recruter impérativement? Et si oui, à quel poste? Et vous avez même le droit. Allez, faites-vous plaisir, c'est Foot Manager aujourd'hui. Vous avez le droit, Football Manager. D'ailleurs, j'ai pas testé la nouvelle version. Je sais pas s'il est bien, mais... D'ailleurs, s'il nous écoute, n'hésitez pas. J'ai le droit. Attends. Il a déjà eu un pull, il va en jeu. Moi, le FIFA, en fait, le FIFA, je sais plus, ça s'appelle même plus FIFA. Tu vois, voilà. Mais à Foot Manager, j'y ai passé quand même quelques heures, voire quelques semaines, voire quelques mois. Bref. Est-ce qu'il faut que le Paris Saint-Germain, Julien, recrute absolument, impérativement, pour cette période du mois de janvier? Je suis pas si sûr. Quand tu écoutes, tu as juste à écouter Luis Enrique et Luis Campos. Luis Enrique, il a dit on n'achète pas les joueurs dans les supermarchés, sans citer la marque. Ah oui. C'est difficile de jouer au PSG. Et Campos, il nous a refait sur la table ronde de la formation en disant il faut 15-16 joueurs qui soient polyvalents, et après on met des jeunes et tout, etc. Ça me donne pas l'impression que le PSG veut étoffer son effectif et rajouter des éléments. Et puis voilà, après, pour mettre qui et où. Tu vas prendre un latéral droit, tu sais très bien que ce latéral droit, il jouera les matchs de Coupe de France et peut-être aller un match de Ligue 1 sur 4 quand il sera décidé de faire reposer Hakimi. Au milieu de terrain, tu en as 4 qui peuvent tourner. Tu fais quoi? Tu prends Akliouche, par exemple. Qu'est-ce que tu en fais avec Vitinha, Ruiz, Zaïre Emery et João Neves? Voilà, devant à la rigueur, peut-être. Et dans ces cas-là, ça veut dire que tu donnes moins d'espace à Mbaye, tu donnes moins d'espace à Mayolou. Je sais pas.
Après, c'est des choix. Mais moi, j'ai pas l'impression que le PSG soit parti. Alors après, il y a aussi, ils estiment qu'un tel fait pas le boulot et dans ces cas-là, bah ouais, ils le mettent sur le bas côté et là, en effet, ils le remplacent. Tu vois, peut-être qu'un Ramos, à un moment, ils vont se lasser et qu'ils vont vouloir le bazarder. Mais là, à l'instant T, j'ai pas l'impression que tu vois cet hiver, ils vont renverser la table, quoi. Marc, je te vois déjà réagir. Moi, je l'avais dit ici qu'ils ouais. allaient rien faire en fait. Enfin, Non mais attendez, parce que moi je veux bien, mais quand Mais tu en vois fait, Mbaye, Jantou et rentrer... la question, c'est que le mercato, c'est pas binaire en fait. C'est pas t'as un problème, t'as une réponse en fait. En fait, Luis Enrique, il a des schémas de jeu, il a un logiciel de pensée football auquel il faut correspondre. Et tout le monde déjà ne correspond pas au logiciel. Gonzalo Ramos, il correspond pas. Ouais, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que après, quand tu rentres dans le logiciel de Luis Enrique, bah il faut voir ton prix et il faut voir ta disponibilité. Ça fait beaucoup de conditions déjà, et on sait très bien qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont disponibles, alors que potentiellement, si tu te précipites, tu vas peut-être passer à côté du joueur que tu voulais vraiment, mais qui sera disponible dans 6 mois. Donc la réalité du marché, elle est celle-là. C'est si tu as une opportunité immanquable, tu dois la prendre. Mais tu vois, moi je me disais, moi je comprends pas pourquoi Paris ne recrute pas. Mais alors il n'y en a pas beaucoup sur le marché, tu vois. Un latéral polyvalent droite et gauche. Il n'y en a pas 15 000. Moi j'en vois qu'un, tu vois. Joao Cancelo. Ouais, bon, bah, le gars il touche 70 millions d'euros sur 3 ans en Arabie Saoudite, donc financièrement c'est juste inaccessible, tu vois. Mais c'est pour te donner des exemples, en fait, il n'y a pas de facilité sur un marché d'hiver et un marché où Parce tu que l'année dois... dernière, on fait un très joli coup sur le marché d'hiver. C'est pour ça aussi qu'on a tous envie de se dire que... Oui, parce que tu l'as pas fait l'été, en fait. Hmm. Tu l'as essayé l'été, tu l'as pas eu et ça s'est décalé à l'hiver, quoi. Bien sûr. Ça, ce qui pourrait fondamentalement être le cas autour de Akliouche, mais après, ça Mais juste une chose, moi je veux bien, hein, mais apporter un peu de sang frais quand même dans cette équipe, ça ferait pas de mal. Oui, Ouais, Marc. Allez, après je vais voir Jonathan. moi je suis d'accord avec toi sur cette idée, mais moi avant d'acheter, c'est bizarre, hein, je regarderai si là où je peux vendre, j'ai une solution pour acheter derrière. Il me semble que Un exemple. si je peux remplacer Beraldo, je le fais. Oui, très bien. Voilà. Et je le fais parce C'est que bien en Arabie Saoudite. Tu fais un Parce petit que échange. Beraldo, contrairement à ce qu'il peut écrire sur Instagram pour dire qu'il n'a pas envie de quitter le Paris Saint-Germain, qu'il défendra les couleurs du Paris Saint-Germain, en coulisses, la réalité, elle est un poil différente quand même. Il fait quoi? C'est pas qu'il fait quoi, c'est qu'il est plutôt ouvert à un départ. Ça regarde le marché quoi, de son côté. Donc, Moi, je veux bien regarder avec lui. donc, voilà. Et C'est vrai. Je suis si demain désolé. Paris Saint-Germain trouve un défenseur capable de... Est-ce qu'ils laisseront pas partir un Beraldo? Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, est-ce que vendre Gonzalo Ramos... Enfin, on parle quand même... Vendre, par exemple, si on prend le cas de Gonzalo Ramos, vendre un neuf au marché d'hiver, ça veut dire ça veut dire certainement le brader, soit le prêter avec option d'achat. Mais surtout, ça veut dire se confronter quasiment à l'impossible, c'est-à-dire remplacer le poste de numéro 9, et c'est quasiment impossible, à moins que tu aies cherché un joueur polyvalent, ailier, mais je ne suis pas sûr que Marnès Akliouche y réponde à ces critères-là. Jonathan, tu as entendu les arguments de Julien, les arguments de Marc. Moi, je reviens avec ma poche de sang frais. Je suis désolé. J'ai l'impression quand même que cette équipe... Parce que je t'ai entendu, Jonathan, tout à l'heure, nous dire que nos joueurs étaient rôtis et qu'ils étaient fatigués. Il faut bien leur apporter du monde pour venir les aider. Eh bien, je vais être contradictoire, puisque je pense effectivement qu'il ne faut pas recruter cet hiver. Les gars, Non, mais c'est vrai. vous Parce que... propose l'enveloppe. Non, mais... Vous pouvez mettre les Oui, jeux. mais après... la dernière fois que tu as fait ça, tu as pris Beraldo et Moscardo, avec le succès qu'on connaît. Donc, non, mais... Oui, bien mais sûr, sur mais les deux Kvara, dernières, c'est une exception. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une arrivée comme Kvaratskhelia, de tête que j'ai d'un joueur qui a vraiment un peu game changer comme ça, c'est Van Dijk qui est aussi arrivé en hiver. T'as Mota qui arrive. pas- Non, PSG, t'as quand même Maxwell. eu des coups Maxwell, t'as eu des coups l'hiver. Non, il n'y a pas eu Alex, non. Attendez, Alex, alors, là, je vais faire le vieux. Et même Je David rappelle Beckham. juste que Mota, Incroyable. Maxwell, la première pression des journalistes. Ouais, Mota, il est tout pété à l'Inter de Milan. Qu'est-ce qu'ils prennent un vieux pareil? Ça sert plus à rien. Mota, c'est nul.
Ouais, regarde, ils prennent le 3e latéral gauche du FC Barcelone. Choix de. Mais parce que vous, les journalistes, vous êtes des médisants. Bah oui, Vous, mais. êtes vous prêchez la misère, voilà, en permanence. Monsieur Salomon, vous devriez avoir honte. Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit, parce que alors là, s'il y en avait un qui aimait mon Thiago Motta d'entrée, c'était moi. Vas-y, termine, Jonathan. Sur le service public, monsieur Salomon. Ouais, c'est ça. Ah, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je rejoins Marc, c'est que si tu prends un joueur là, peut-être que tu passes à côté d'une belle opportunité à l'été. Et on sait que c'est à l'été, il y a beaucoup plus de choses à faire. Et surtout qu'il y a des situations contractuelles qui vont faire qu'à un moment, il va y avoir du mouvement. À voir pour le cas de Bradley Barcola, qui n'a pas encore prolongé, et il restera 2 ans de contrat à la fin de cette saison. À voir pour un Gonzalo Ramos, à voir pour un Beraldo, à voir pour tous ces joueurs-là. Et en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas gérer ce genre de dossier aussi épineux pendant l'hiver, surtout aller chercher un joueur compétitif à cette période-là. Tu peux voir effectivement des profils. Là, tout à l'heure, tu parlais d'un latéral polyvalent qui peut jouer à droite, à gauche. Alors, j'ai bossé là-dessus parce que pour tout dire, on va sortir une vidéo là-dessus justement sur la chaîne YouTube. Et en gros, on a vu un joueur, c'est José Angel Carmona, à latéral de Séville, qui a 23 ans, qui peut jouer autant arrière-gauche qu'arrière droit. Il peut même dépanner dans l'axe. C'est un joueur très offensif qui est capable aussi, à la manière d'Hakimi ou Nuno Mendes, d'aller chercher. Et il a été décisif cette saison en Liga, si je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai ça. Il a 1 but, 3 passes décisives avec Séville en 12 matchs cette saison. C'est ce genre de profil, c'est des opportunités. Sur Transfermarkt, il estime à 12 millions d'euros. Bon, voilà, c'est ce genre d'opportunité que peut-être tu peux aller chercher cet hiver, qui n'est pas impossible quand tu es à Séville, mais il ne faut pas s'attendre à tous les hivers et chercher un mec comme Kvaratskhelia. C'est une fois, pour moi, c'est une fois, mais pas deux, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, j'ai peur que les supporters soient un peu déçus cet hiver. En revanche, cet hiver, tu peux amorcer, par exemple, je ne sais pas si l'idée te vient de remplacer des défenseurs centraux. Tu as quand même Upamecano et Konaté qui, au mois de janvier, pour commencer à discuter, tu vois. Mais pour l'été prochain. Ouais, mais Voilà, bon. c'est ça. Konaté, il n'y a rien du tout avec le Paris Saint-Germain. Oui, il n'y a rien. Non, Il y non, aura je sais bien. absolument rien. Non, il n'y a rien. Alors, vous avez entendu dans les mots, c'est en arrière-plan. Il n'y a absolument Oui, rien il n'y a rien. avec Konaté. Mais Non, mais au moins, si j'ai une certitude, c'est que. Oui. Mais bon, quand on voit très bien qui est l'agent d'Upamecano, c'est celui de Désiré Doué, de Bradley Barcola et de Dembélé. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui est à peu près bien placé pour faire un transfert au Paris Saint-Germain, c'est lui, quoi. c'est vrai. Donc je pense qu'à la fin, le PSG fera peut-être partie, je sais pas, il faudra voir aussi ce que le club voudra faire avec Marquinhos, mais fera partie des prétendants, ou en tout cas est là aujourd'hui pour essayer de le faire. Alex, t'as entendu tout ce débat? Bonsoir. Toi aussi, tu veux pas? Il faut pas recruter? Moi, tu viens de te faire matrixer la tête? Non, Ou non, est-ce que non. tu as le droit de nous sortir un joueur, de dire il nous le faut absolument? On a vu Akliouche se faire prendre de vitesse. Juste vous dire, vous en avez oublié un qu'on peut peut-être aussi changer, c'est Lucas Hernandez qui est en fin de contrat en 2028. Je vous le mets dans le lot si jamais. C'est cher. C'est cher? Ah ouais. Le Ah, salaire, peut-être son frère Cher en en salaire. Arabie Saoudite. Moi, je pense que lui, il serait pas fermé. Mais Le sang. l'Arabie qu'il serait pas Saoudite, monsieur, n'est pas une poubelle. Non, attends, mais non, là je viens. Non, pour mais- le coup, autant Beraldo, c'est parce que je pensais au profil que venait nous proposer Oui, bien sûr. Marc, et là je pense à la famille. Si tu veux, moi, la cellule familiale, c'est toujours important. La main sur le cœur. C'est ça, Non, mais vous pensez au repas de famille, vous pensez Voilà, bah oui, au attends. soir après Regroupement familial. l'entraînement. C'est Regroupement ça, familial, voilà, monsieur. que les deux soient ensemble, Lucas Euh, et Théo, ça ferait plaisir. Moi, je suis un tout petit peu plus précautionneux que mes camarades, dans le sens où, pour moi, il y a un poste auquel le PSG est complètement à poil en l'absence d'Hakimi, c'est évidemment le poste d'arrière droit. Warren Zaïre-Emery, il fait le taf parce qu'il a l'habitude d'être baladé à tous les postes depuis 4 ans. Mais je ne sais pas à quel point c'est bon pour lui, d'autant que là, il est dans une période où il n'est pas trop mal, mais on sait que, et notamment on l'a vu contre Monaco, quand il joue arrière droit, ça insiste beaucoup sur son côté quand même, hein, et c'est pas toujours étanche. Le petit David Boly, dont on nous rebat les oreilles en permanence depuis un an, on l'a pas encore vu Il y a 16 ans, avec il y a les 16 pros. ans, Donc, faut- il c'est ça. donc voilà, Faut être détendu avec lui. Hein. donc il faut être très patient et on attendra de voir. Pour moi, il y a une nécessité, mais enfin pragmatique, quoi, de recruter un latéral droit.
alors, quel profit tu vas aller chercher, sachant que de toute façon, effectivement, c'est un mec qui va devoir être dans l'ombre d'Hakimi, mais qu'en même temps, vu le nombre de matchs qu'il y a, je pense que les remplaçants, ils sont amenés à jouer beaucoup de matchs dans la saison. Moi, je pense que le statut de remplaçant au Paris Saint-Germain, il n'est pas infamant, si tu veux. C'est-à-dire que tu joues, tu as des minutes et tu évolues quand même dans l'ombre du meilleur latéral droit au monde actuellement. Donc, pour moi, il faut faire un latéral droit. Si tu fais un latéral gauche aussi, je trouve pas tout à fait déconnant. Et puis derrière, opportunité. Mais on sait que le Paris Saint-Germain aura pas une activité débordante sur le marché. Juste là, pour moi, le latéral droit, pour moi, ça a été une bêtise de pas le faire cet été, et ce serait une bêtise de pas le faire cet hiver. Alex, ça me fait plaisir quand même qu'il y en ait un qui ait accepté de partir dans mon sillage. Oui, Julien, et on terminera sans avec le tacle de boucher de Luis Diaz. Hakimi repart sur une saison comme celle de l'an passé. Il a fait 69 matchs. Oui, tu le mets où son remplaçant? Et en plus, c'est un profil hyper spécifique dans le système d'Enrique. C'est un mec qui est latéral et en même temps qui doit se réaxer, qui joue presque comme un milieu de terrain. On l'a vu encore avec Warren Zaïre-Emery face à Monaco. Pour moi, sincèrement, c'est gaspiller de l'argent que d'aller chercher un remplaçant, un joueur qui, en vrai, fait la saison dans son intégralité. Et Warren, excuse-moi, mais il a 19 ans. C'est très bien qu'il puisse un peu voir d'autres postes. Et voilà, certes, c'est pas le défenseur du siècle, mais je pense que ta solution interne, tu l'as. Qu'est-ce que tu vas t'embarrasser à prendre un contrat supplémentaire, quoi? Alex, puis Marc. J'ai 2 minuscules objections. Effectivement, tu parles du tacle de Luis Diaz. Tu peux pas gérer ces aléas-là. C'est-à-dire qu'en fait, si Luis Diaz lui pète le tibia et qu'il est out pour 9 mois, en fait, on n'a pas dans l'effectif de remplaçant vraiment qui soit pas une solution bricolée. Tu recrutes l'hiver là, justement. Si le mec est vraiment pété toute la saison, tu vois. Mais donc voilà. Et en fait. La solution maison, tu n'as pas à la faire si tu as déjà un mec derrière qui est à ce poste-là et qui maîtrise ce poste-là. Et pour parler justement du profil un peu particulier d'Hakimi, le profil d'Hakimi, quand il arrive de l'Inter, on nous dit c'est un piston, le mec il cavale sur le côté, machin, c'est plus un milieu droit qu'un défenseur, etc. Enrique, il l'a modelé aussi à sa façon et c'est ce qu'il fait avec les joueurs depuis le début. Il va prendre un joueur dont il trouve les caractéristiques intéressantes, il va en faire un bon remplaçant pour Hakimi. Moi, ça, j'en ai aucun doute. Le truc, c'est que effectivement, moi, je pense que tu te rends pas service en bricolant en permanence des solutions comme ça. Et si demain Warren se blesse, par exemple, là, t'es nu, quoi. T'es nu comme Gary de Jesus quand João Neves marque. Voilà, tu es à poil, en fait. Donc, c'est ça. Il y a un côté trop précaire autour de cette situation-là, de ce poste-là, je trouve. Marc, c'est toi qui clôture cette émission. La solution, c'est peut-être... ça me paraît très difficile à faire, mais dans les dernières minutes du mercato, il se passe souvent des choses assez incongrues. En fait, la solution, c'est peut-être un prêt de 6 mois. Trouver un prêt de 6 mois d'un joueur un peu en rupture de banc, qui n'a pas trop de temps de jeu, et puis en fait qui va venir accepter d'être remplaçant, d'avoir un challenge assez élevé au Paris Saint-Germain. Ça, c'est ma première... Il faut trouver une sacrée mentalité. Pour un garçon comme ça, c'est pas simple à trouver. Après, c'est peut-être aussi l'occasion de renverser des montagnes, de convaincre un staff de te garder, et tout un club de te garder. Et en fait, pour moi, la problématique... pour reparler du recrutement, c'est le recrutement de cet été. En fait, il aurait fallu recruter un vrai central droit qui avait cette capacité de jouer à droite. Et en fait, le marché, il y en a beaucoup sur le marché. Et je pense que, par exemple, Ilyas Barny, qui vient de Bournemouth, a été remplacé par un central droit capable de jouer à droite, qui est Bafodé Diakité. Alors, je ne dis pas qu'il aurait fallu aller sur Bafodé Diakité, mais Pierre Kaloulou, par exemple, est capable de jouer central droit et à droite. Même s'il n'est pas un des tauliers indiscutables de la Juventus cette saison. Mais voilà, il y avait ces profils-là. Il y avait des profils sur le marché de défenseurs centraux droits, capables de jouer à droite et de très bien faire la maille pour le Paris Saint-Germain. Et moi, je trouve ça étonnant s'il y avait une chose à reprocher dans le recrutement, c'est ça, qu'on n'ait pas eu cette vision de se dire peut-être qu'il va falloir faire quelque chose pour Hakimi, et donc que notre profil de central droit, il devra être vraiment fort aussi à droite. On en reparlera bien évidemment d'Achraf Hakimi, du Mercato. D'ailleurs, je peux déjà vous le dire, puisque j'ai calé l'émission ce matin. Réservez votre 5 janvier, 100% PSG La Tribune, puisque Marc, tu le sais pas, mais t'es attendu le 5 janvier. Et sinon, Ben Quarez et Loïc Tanzi attendus dans ce studio pour parler Mercato et pour un peu évoquer certains dossiers. Oui, mon Marc, il veut terminer. Je lui dis que c'est terminé, mais il me fait une phrase. Une phrase. Vas-y. En fait, Ilyas Barny, il faut savoir un truc, c'est que Luis Enrique est juste ultra fan de joueurs.
et qu'il a fait le forcing depuis le mois d'octobre dernier pour le faire venir. D'accord, très bien. Mais sauf qu'il n'est pas latéral droit et tu peux pas le mettre à droite. On l'a bien vu. Ça sert à rien du tout. Faut pas aller plus loin avec le garçon à droite. Après, je suis persuadé que central, il va se développer et que ça sera un taulier à un moment donné. On ne peut pas avoir tous la progression de Willian Pacho. J'arrête là-dessus. Il est temps de sortir le sifflet. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Marc Méchénois, Alexandra Flalo, Julien Fromont et Jonathan Bensadoun. Je vous rappelle, 18h, vous allez sur le site canalsupporter.com. Vous allez revoir le suite, voilà, qu'on a pu avoir en exclusivité mondiale dans cette tribune. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, abonnez-vous, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, mais aussi mettez des petits commentaires sur notre chaîne YouTube et je salue aussi celles et ceux qui nous suivent en téléchargement. Les prochains rendez-vous sur notre antenne, je vous le rappelle, c'est le match PSG-Rennes. On va affronter le grand Habib Beye et son équipe. Rennes-PSG, ce sera à suivre. PSG-Rennes, ce sera à suivre sur l'antenne d'ici par Île-de-France. C'est samedi à 21h05 et bien sûr sur notre antenne. Il va y avoir plein de choses et en podcast et sur notre chaîne. Chaîne que vous allez pouvoir retrouver, le 100% PSG, le mag avec Pierre Clément. Je suis en train de réfléchir à qui est l'invité parce qu'il y a un ancien joueur qui arrive bientôt. C'est un gardien qui a beaucoup fait parler à une certaine époque. Voilà, cherchez bien. Mais d'abord, on va recevoir un spécialiste du football de Bilbao. Voilà, pour en savoir un petit peu plus quand même sur l'Athletic Bilbao. Et ensuite, derrière, l'ancien joueur, ça commence par un A et ça se finit par un A. Et après, débrouillez-vous son nom et son prénom. Comme ça, vous faites... voilà. Le mélange, je suis en train de me patiner. Je voulais juste vous dire merci. Et merci de votre fidélité. Ciao, bye bye.